Donc, comment peut-on définir ce fonds de commerce? Donc, il faut savoir que le fonds de commerce peut constituer parfois la seule richesse du commerçant. Si un commerce a une valeur, c'est par rapport à un fonds de commerce. Cela dit, il ne faut pas croire que toute entreprise dispose d'un fonds de commerce qui constitue sa richesse principale ou bien sa seule fortune. Pour qu'une entreprise développe ce qu'on appelle un fonds de commerce, il faut avoir un certain nombre d'éléments, comme on va voir par la suite, tels que précisés par l'usateur dans l'article 79 et 79 et 80 du Code de commerce. Donc, un certain nombre d'éléments corporels et incorporels, principalement incorporels. Donc, si tout commerçant, toute entreprise peut avoir un fonds de commerce, si le fonds de commerce constitue la richesse principale de l'entreprise, cela veut dire que cela ne veut pas dire que toute entreprise dispose d'un fonds de commerce. Il peut y avoir une entreprise sur papier, donc qui est nouvellement créée, qui ne dispose pas encore d'une clientèle, donc on ne peut pas dire qu'il dispose d'un fonds de commerce. Donc la recherche, le développement et la conservation de la clientèle ne dépendent pas seulement des qualités individuelles du commerçant, mais aussi et surtout, tout d'abord, de la qualité de ses produits et services, de sa localisation, la proximité du local, de la clientèle, de sa disponibilité. Est-ce qu'il est disponible tout le temps ou bien il ferme ses portes à sa guise? Sa capacité financière, son ingéniosité dans la satisfaction de la clientèle par l'adaptation continue de ses activités. Là, ce sont des éléments qui, dans leur ensemble, assemblés, peuvent constituer un fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce et l'évaluation d'un fonds de commerce se mesure par rapport à l'ensemble de ces paramètres. Qualité des produits et services, proximité, disponibilité, capacité financière et surtout, son ingéniosité à satisfaire la clientèle. Donc l'histoire, je ne vais pas en revenir, je vous ai parlé de l'histoire du fonds de commerce. Donc je vais passer maintenant aux éléments constitutifs du fonds de commerce. Donc, de quoi est composé ce fonds de commerce? Donc, je viens de dire que l'usateur a présenté une réglementation du fonds de commerce dans le livre 2. Donc, le livre 2 commence par l'article 79, qui précise en ces termes que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. C'est un bien meuble incorporel. Et j'ai mis incorporel en rouge, constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, c'est un meuble incorporel. Et là, vous devez faire la distinction entre le lieu où est exploité le fonds de commerce et le fonds de commerce en tant que tel. Le fonds de commerce est un bien meuble et non pas immeuble. Et il est incorporel. Et il est constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, on peut comprendre à travers la lecture de l'article 79 que tout bien corporel ne rentre pas dans la composition du fonds de commerce. Chose qui n'est pas vraie.
Ce qui le prouve, c'est la lecture de l'article 80 du Code de commerce, parce que le législateur revient juste après, dans l'article 80 du Code de commerce, il précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Donc, ce sont des éléments obligatoires. En l'absence de ces deux éléments, on ne peut pas parler du fonds de commerce. Et il ajoute, dans le même article, il comprend aussi. Donc, aussi. Ça veut dire que ce sont des éléments qui viennent s'ajouter. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Le fonds de commerce peut exister seulement avec ces deux éléments qui sont la clientèle et l'achalandage. Mais il précise que ce sont ces éléments qu'il va ajouter, ce sont des éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Donc il ajoute, je reprends, il comprend aussi tout autre bien nécessaire à l'exploitation du fonds, tel que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de services, les dessins modèles industriels et généralement tout droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Ce qu'on doit tirer de cet deuxième article, c'est que le fonds de commerce n'est pas composé seulement d'éléments incorporels, mais d'autres éléments corporels que le législateur a qualifiés de nécessaires vient s'ajouter aux éléments incorporels. On peut citer le matériel et l'outillage, on peut citer les marchandises. Donc là, le mobilier commercial, là, ce sont des biens, des meubles qui sont corporels, palpables. Donc, ce qu'on doit conclure, c'est que le législateur a voulu dire tout simplement par le fonds de commerce est un bien meuble corporel, ça veut dire qu'il peut exister seulement par des meubles incorporels, tels que la clientèle et l'achalandage. Si les autres éléments sont nécessaires, ils ne sont pas obligatoires, mais si le commerçant dispose de ces éléments sont à la fois des éléments corporels et incorporels, et ces éléments corporels viennent s'ajouter aux éléments incorporels pour constituer un fonds de commerce. Donc, l'analyse de ces deux articles permet de dire que l'article 79 présente une définition brève du fonds de commerce. Il permet d'identifier ce qu'un fonds de commerce. Le deuxième article, qui est l'article 80, quant à lui, donne une énumération assez détaillée des éléments constitutifs du fonds de commerce. Il permet d'isoler, dans un premier temps, les deux éléments indispensables, obligatoires à l'existence du fonds de commerce, qui sont le concept de clientèle et le concept d'achalandage, sur lesquels je vais revenir tout de suite. Il permet d'isoler ces deux éléments indispensables, obligatoires, des éléments nécessaires qui viennent s'ajouter aux éléments indispensables, qui sont des éléments corporels et incorporels comme nous les avons cités tout à l'heure. Donc, ces autres éléments ne font partie que dans la mesure où ils sont nécessaires à son exploitation. Parce que tous les commerces n'ont pas besoin de matériel d'outillage, n'ont pas besoin de mobilier commercial, n'ont pas besoin de marque de fabrique. L'élément principal obligatoire, c'est la clientèle et l'achalandage.
En l'absence de ces éléments, on ne peut pas parler du fonds de commerce. Les autres éléments sont nécessaires selon la nature de l'activité exercée. Est-ce clair? Donc, nous allons distinguer entre des éléments obligatoires, les éléments nécessaires et les éléments facultatifs. Commençons par les éléments corporels. Les éléments corporels qui rentrent dans la composition du fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments concrets, tangibles, palpables et réels qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Il s'agit selon l'article 80 du mobilier commercial, du marchandise et des matériels et outillages. Donc, on peut citer par exemple l'agencement, l'ensemble des matériels utilisés pour agencer, pour mettre en ordre, pour que notre commerce attire l'attention de la clientèle. Toutes les installations que nous avons mis en place, les aménagements, les voitures, les machines, ainsi de suite. Donc, les grues, tout le matériel et l'outillage nécessaire pour l'exploitation d'un commerce déterminé. Donc, deux remarques à ne pas oublier pour les éléments corporels. Donc, ces éléments, certes, ont une importance secondaire, étant donné que le fonds de commerce est généralement considéré comme un meuble incorporel tel que le législateur l'a défini dans l'article 79 du Code de commerce. Deuxième remarque, les immeubles ne font pas partie des éléments corporels. Les immeubles où sont exploités les commerces ne font pas partie des éléments corporels. Il faut distinguer, il faut mettre un fossé entre le fonds de commerce qui est un élément incorporel et le lieu où est exercé le commerce. Le lieu est généralement régi par le droit civil, par l'ensemble des lois qui régissent les immeubles. Alors que lorsqu'on parle du fonds de commerce, c'est un élément corporel qui est régi par le livre 2 du Code du commerce. Est-ce clair? Donc, les immeubles ne font pas partie des éléments corporels. On aura l'occasion de revenir pour donner plus d'explications sur cette distinction qu'il faut opérer entre fonds de commerce et immeubles où exercer le commerce. Donc, le matériel et les outillages, c'est l'ensemble des objets mobiliers qui servent à l'exploitation d'un commerce. Généralement, il a plus d'importance dans l'industrie que dans le commerce. Exemple, les appareils de manutention, les voitures, comme je viens de dire tout à l'heure, les grues, les robots, les machines, des foreuses, ainsi de suite. Donc, tous ces appareils, ces robots, ces machines constituent le matériel et outillage. Parfois, ils sont nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce. Notamment lorsqu'on parle de grues, lorsqu'on veut déplacer des marchandises, lorsqu'on est une entreprise de transport, on doit disposer de ce matériel pour transporter la marchandise dans nos moyens de transport. Lorsqu'on est une entreprise de confection du textile, il faut disposer d'un certain nombre de machines qui fabriquent le textile, ainsi de suite. Donc, ils sont nécessaires. En l'absence de ce matériel, on ne peut pas fabriquer. Donc, ces éléments sont très importants, d'où la possibilité de les mettre en nantissement. Ils peuvent être nantis ou bien frappés de privilèges du vendeur. Donc, ça veut dire quoi? Ils peuvent être nantis. Ça veut dire
ils peuvent être présentés comme garantie parce que le nantissement frappe généralement, c'est une garantie qu'on présente à une personne qui ne présente un prêt. Pour qu'il soit garanti, il doit y avoir une garantie. Cette garantie, c'est le nantissement sur le matériel, sur l'outil, sur les machines, sur les robots, sur les voitures. Si l'hypothèque est la garantie qu'on présente à un prêteur, le nantissement, c'est la garantie qui frappe les biens meubles, tels que les voitures, tels que les robots, tels que les machines, pour que notre prêteur, celui qui va nous donner de l'argent, nous prêter de l'argent, ait l'esprit tranquille, qu'en quoi, si jamais je ne vais pas lui rembourser le prêt, il va prendre, il aura la possibilité de vendre la voiture, les appareils de manutention, des robots pour qu'ils soient remboursés. Le privilège du vendeur, c'est un privilège qui frappe, c'est un privilège que s'octroie le vendeur du fonds de commerce qui vend un fonds de commerce avec crédit, à crédit. Donc, moi, je dispose d'un fonds de commerce et vous êtes un acheteur qui ne dispose pas de l'ensemble de la liquidité pour acheter mon fonds de commerce d'un seul coup. Donc, vous me demandez, vous allez me donner une partie du prix et vous allez me dire que je vais vous donner la partie restante, le reste de l'impayé, d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, le vendeur s'octroie un privilège dans le contrat de vente du fonds de commerce. Il lui dit, d'accord, je suis d'accord, mais j'aurai un privilège par rapport aux autres créanciers. D'ici 4 mois, si vous n'arrivez pas à honorer votre engagement avec moi, j'aurai un privilège de prendre le matériel, l'outillage et les voitures, tes voitures et les vendre pour pouvoir me rembourser en premier lieu, avant les autres créanciers. Donc, c'est un privilège qui est octroyé aux vendeurs qui vendent un fonds de commerce pour s'octroyer le prix restant, le prix du reste, du prêt restant qui n'est pas payé, par la vente du matériel et d'outillage de l'acheteur. Est-ce clair? Il faut noter ici que lorsque le propriétaire est seulement locataire, ça veut dire il n'est pas propriétaire de ces matériels et outillages, mais il les utilise par un contrat de leasing ou bien par un contrat de crédit bail. Il n'est pas propriétaire, mais c'est un leasing ou bien un crédit bail. Dans ce cas, le matériel et l'outillage ne peut constituer un élément du fonds de commerce. Il ne peut constituer un élément du fonds de commerce que lorsque il rentre et le commerçant est propriétaire. Tant qu'il y a un contrat de leasing ou bien de crédit bail, tant que le commerçant n'a pas terminé les échéances de paiement, il n'est pas sauf et il n'a pas demandé le transfert de propriété, donc le matériel et les machines restent la propriété de la banque qui lui a octroyé le crédit pour acheter ce matériel. Donc, maintenant, l'autre élément qui rentre dans les éléments corporels, les marchandises. Les marchandises constituent tous les objets destinés à la vente, y compris ceux qui sont en stock. Et il faut faire attention ici au fait que les marchandises qui sont déjà vendues ne peuvent rentrer dans
les éléments qui composent le fonds de commerce, parce qu'il arrive à plusieurs reprises que des marchandises soient vendues sur papier. Nous avons conclu un contrat, je vous ai donné un chèque, mais vous n'avez pas encore livré la marchandise. Donc, si ces marchandises ne rentrent plus dans la composition du fonds de commerce. Toutes les marchandises qui sont vendues et non encore livrées ne rentrent pas dans la composition du fonds de commerce. C'est la même chose pour les matières premières qui, normalement, appartiennent aux vendeurs, mais qui sont frappées d'une clause de réserve de propriété. Qu'est-ce qu'une clause de réserve de propriété? C'est une clause qui permet aux vendeurs de garder la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet de leur prix. Tant que vous n'avez pas encore honoré votre engagement vers moi, donc je vous ai livré des marchandises, une matière première qui correspond à 100 000 dirhams. Vous m'avez donné 50 000 dirhams. Les 50 000 dirhams restantes, vous m'avez demandé en tant que vendeur de les reporter pour le mois prochain. Mais moi, je vous ai dit, quelle est la garantie? Donc, je vous ai dit, en tant que vendeur, je vous ai demandé d'ajouter une clause de réserve de propriété. Ça veut dire que les matières premières, les marchandises, vont rester ma propriété tant que vous n'avez pas complété le prix de la vente. Si le mois prochain, vous allez compléter le prix, on va faire, donc le transfert de propriété s'opère automatiquement. Tant que vous n'avez pas encore honoré votre engagement, les marchandises restent ma propriété. Ces matières premières, si le temps arrive et vous n'arrivez pas à payer, je vais prendre la propriété de ma marchandise. Est-ce clair? Donc, voilà pourquoi on dit que les marchandises qui sont dans que exploite ou bien que commence à exploiter les matières premières, commence à exploiter un commerçant, s'ils sont frappés d'une clause de réserve de propriété, ils ne rentrent pas dans la composition du fonds de commerce. Voilà deux remarques importantes qu'il a fallu souligner. Donc, nous avons dit que le matériel, outillage et les marchandises, ce sont des éléments corporels qui rentrent dans la composition du fonds de commerce, mais qui ne sont pas des éléments obligatoires. Passons maintenant aux éléments incorporels qui rentrent dans la composition du fonds de commerce. Généralement, on dit que ces éléments incorporels ne peuvent être quantifiés. Ça veut dire on ne peut pas dire il y a telle quantité, mais ils sont évaluables. Éléments non quantifiables, mais qui confèrent l'essentiel de la valeur d'un fonds de commerce. C'est la valeur d'un fonds de commerce se mesure par rapport à ces éléments incorporels. On distingue entre trois catégories. Les éléments obligatoires, les éléments nécessaires et les éléments facultatifs. Quels sont les éléments obligatoires? Donc, le législateur les a distingués des autres éléments dans l'article 80 du Code de commerce. Il a précisé que deux éléments sont obligatoires. Ces deux éléments sont la clientèle et l'achalandage. Qu'est-ce qu'une clientèle? La clientèle, c'est l'ensemble des personnes qui ont l'habitude de s'approvisionner auprès du commerçant. C'est l'ensemble des personnes qui entretiennent avec lui des relations suivies. C'est l'ensemble des personnes qui consomment les services ou bien les biens que proposent les commerçants. On peut les qualifier de clients fidèles. Ils ont l'habitude de s'approvisionner, d'acheter, de demander les services de tel
commerçant. Parce qu'il présente des produits de qualité. Parce que le prix est abordable. Ainsi de suite. Donc, le commerçant a réussi de fidéliser une clientèle qui vient s'approvisionner exclusivement auprès de ses services. Il faut distinguer la clientèle de l'achalandage. Qu'est-ce que l'achalandage? L'achalandage, ce n'est pas une cliente. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Oui, je vous écoute. Puisque les éléments corporels sont tous les éléments qu'on peut voir, toucher, pourquoi la clientèle ne fait pas partie des éléments corporels? Parce que c'est un élément incorporel. Est-ce qu'on peut toucher à la clientèle? Non. Mais on peut les voir, parce qu'on est des clients normalement, non? Oui, on est des clients. Mais est-ce que vous avez, lorsque je parle, qu'est-ce qui rentre dans la composition du fonds de commerce? Ça veut dire lorsque je suis propriétaire d'un fonds de commerce, je suis propriétaire du client. Non. Je suis propriétaire de quoi? De cette fidélisation de la clientèle et non pas de la clientèle. Je peux pas vendre la clientèle. Je peux pas l'obliger. D'accord? Je peux pas la mettre en location. Lorsque je dis propriétaire d'un élément de fonds de commerce, ça veut dire je peux en servir. Je peux m'en servir. Est-ce clair, Nisri? Oui, la clientèle, c'est un concept qui est incorporel. Ça veut dire c'est ce sentiment qu'a la clientèle vis-à-vis du commerçant pour venir s'approvisionner auprès de ses services. Est-ce clair? Donc, cette clientèle, comme je viens de dire, doit être distinguée de l'achalandage. L'achalandage, c'est l'ensemble des clients potentiels qui ne sont pas fidèles aux commerçants. Mais ce sont des clients passagers. Ils viennent s'approvisionner auprès du commerçant en raison de sa localisation, en raison de son emplacement. C'est le cas lorsque moi, par exemple, je me déplace dans une autre ville et je regarde comme ça, je suis attiré par l'emplacement d'un café et je me dirige vers ce café pour prendre un café. Alors que lorsque je suis à Oujda, j'ai l'habitude de prendre mon café dans un café déterminé. Donc, on dit que je rentre dans la clientèle de ce café qui se trouve à Oujda. Mais lorsque je me déplace à Rabat, je peux m'asseoir à n'importe quel café, selon son attirance, selon sa localisation, par rapport au lieu où je me suis rendu, à son emplacement. D'accord? C'est le cas notamment lorsque les entreprises ou bien les commerçants font des soldes, les jours de soldes. Est-ce que je suis attiré par la marque ou bien est-ce que je suis attiré principalement par le prix qui est abordable? Certaines marques ne font pas beaucoup de soldes. Ils ne font même pas de soldes parfois. Si je pars m'approvisionner, c'est parce que je cherche un prix très abordable. Donc, c'est ce qu'on appelle l'achalandage. Toute clientèle qui est passagère est appelée achalandage. Donc, qu'il s'agit de clientèle ou bien d'achalandage, ce sont deux éléments obligatoires dans la composition du fonds de commerce et ce sont deux éléments qu'on qualifie d'incorporels. Donc, il faut noter ici que la stabilité et l'homogénéité de ces éléments permettent à l'entreprise d'établir correctement ses prévisions et d'évaluer le prix de son fonds de commerce. Donc, son fonds de commerce doit être évalué par rapport au nombre de sa clientèle et de son achalandage. À côté de ces éléments que nous avons qualifiés d'obligatoires, toujours dans les éléments incorporels qui composent le fonds de commerce, il existe un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires. Suivant cela, la qualification qui a été donnée par le législateur dans l'article 80 du Code de commerce. Donc, ces éléments nécessaires
se divise en trois grandes catégories. Nous avons les éléments d'identification, le droit au bail et la propriété intellectuelle. Donc, commençons par les éléments d'identification. Donc, ces éléments d'identification sont principalement le nom commercial et l'enseigne. Ce sont des éléments qui permettent d'identifier un commerçant par rapport à un autre. Le nom commercial constitue un élément important. Il s'agit de l'appellation sur laquelle une personne exploite son activité. Cette appellation permet de capter l'attention de la clientèle. Si il est bien choisi, il sera facilement mémorisé et il influencera normalement sur le choix du commerçant, du client pour choisir tel ou tel commerçant. Parfois, le nom commerçant a une attirance très importante qui va amener la clientèle à s'approvisionner de tel commerçant et non pas de tel autre. Tout simplement parce que son nom commercial est captif. Donc, elle est réservée à celui qui l'a publié en premier au registre de commerce et dans un journal d'annonce légale. Donc, d'où l'importance, comme je vous ai dit lors de la séance précédente, des inscriptions sur le registre du commerce. Si vous avez commencé à exploiter votre activité avec un nom commercial et ce nom commercial s'est répandu, il a été connu par une large clientèle, si vous ne l'avez pas encore inscrit au registre de commerce, il ne vous appartient pas. Une autre personne peut ouvrir le lendemain et choisir d'utiliser le même nom commercial et partir l'inscrire au registre de commerce, il sera sa propriété. Donc, tant que vous n'avez pas inscrit votre nom commercial au registre de commerce et vous ne l'avez pas publié dans un journal d'annonce légale, vous ne pouvez pas dire que le nom commercial rentre dans la composition de votre fonds de commerce. Est-ce clair? Donc, par conséquent, il peut le céder ou en autoriser l'usage moyennant rémunération. C'est le cas de la franchise, de la concession. Donc, à un moment donné, vous pouvez, même si le nom commercial est un élément qui compose le fonds de commerce, il faut savoir que ce nom commercial est un élément distinctif des autres éléments qui composent le fonds de commerce. Ça veut dire on peut l'isoler et le vendre séparément. Sans vendre le fonds de commerce, on peut vendre un nom commercial. Ou bien en louer l'usage. C'est le cas, par exemple, de l'ensemble des franchises que vous trouvez sur cette grande surface de Marjane. Donc, on a plusieurs marques. Est-ce que c'est leur nom commercial? Non, ils ont loué l'usage. D'accord? Lorsque vous trouvez la boutique Zara ou bien la boutique, je ne sais pas, je suis pas en train de faire de la publicité, mais je donne des exemples. Donc, lorsque vous trouvez toutes ces marques qui sont installées sur cette grande surface, donc c'est une location du nom. C'est une franchise pour laquelle ils payent l'utilisation de ce nom commercial. Parce que tout simplement, les personnes sont attirées par ce nom commercial. L'exemple de Pizza Hut est ici au rond-point de la faculté. D'accord? Donc, à côté de ce nom commercial, toujours dans les éléments d'identification, il y a aussi l'enseigne. Et l'enseigne est un autre élément d'identification du commerçant. Il s'agit d'une dénomination neutre et objective différente du nom. Il ne s'agit pas ici du nom, mais d'une enseigne.
cette enseigne tend à attirer la clientèle en frappant l'imagination. Il peut s'agir d'un nom, d'un emblème, il peut s'agir d'un logo, ou bien d'un signe, d'un symbole. D'accord? Donc, lorsque je parle par exemple, de Pizza Hut, il a une enseigne, un logo. McDonald's, c'est MCD. Donc là, c'est l'enseigne. Donc cette enseigne, cet emblème, ce logo permet d'attirer l'attention. Voilà pourquoi les commerçants essayent de choisir un logo attirant, captif, pour permettre de fidéliser la clientèle, pour permettre d'attirer l'attention de la clientèle, tout simplement en jouant. Oui, Nisrine? Et est-ce que deux sociétés différentes peuvent avoir le même nom commercial ou pas? Non. J'ai Non? dit que le nom commercial, c'est une propriété. C'est une propriété, mais si vous voulez l'approprier, il faut l'inscrire au fonds de commerce, sur le registre de commerce, pardon. D'accord? Voilà pourquoi lorsque une société veut être créée, on lui demande de choisir un nom. Ce nom ne doit correspondre à aucun nom existant. Voilà pourquoi on dit qu'il doit avoir un certificat négatif. Ça veut dire quoi, un certificat négatif? C'est un certificat qui nie l'existence de ce nom commercial auparavant, octroyé auparavant un autre commerce. Est-ce clair, Nisri? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Donc, je répète, le nom commercial et l'enseigne, ce sont les deux éléments qui permettent d'identifier une entreprise ou bien un commerçant, une société. Deuxième élément nécessaire dans la composition du fonds de commerce, le droit au bail. Le droit au bail. Qu'est-ce que le droit au bail? C'est le droit de louer un local pour pouvoir exercer une activité commerciale. Le droit au bail peut être défini comme une créance, comme un droit personnel, comme un droit contractuel, dont jouit le commerçant, locataire des locaux, où il exerce son activité professionnelle contre qui? Contre le bailleur. Il a une créance contre le bail. Si le bailleur a une créance continue dans le temps, c'est le fait d'avoir le montant du loyer à la fin de chaque mois. Par contre, réciproquement, le locataire, ça veut dire le commerçant, qui n'est pas propriétaire du local, mais qui exerce son activité dans un local qu'il a loué. Donc, il a ce qu'on appelle le droit au bail. Il a la possibilité, il a une créance pour continuer à exercer dans ce local. Plus encore, ce droit garantit la stabilité et l'implantation de l'entreprise et la localisation de ses activités. Et il a le droit, une fois le terme du contrat est terminé, il a le droit de renouveler quasi automatiquement le bail. Le législateur lui permet de renouveler, automatiquement le bail commercial. Étant donné, parce qu'on ne peut pas demander à un commerçant de quitter un local dans lequel il a fidélisé une clientèle. Au début, c'était un local vide. Moi, je me suis installé, j'ai créé une entreprise, une pâtisserie qui fabrique des produits de qualité. Donc, plusieurs entreprises, plusieurs clients ont été fidélisés pour venir s'approvisionner, pour venir acheter auprès de ma pâtisserie.
Donc, et j'ai conclu un contrat de bail de 5 ans. Au bout de ces 5 ans, j'ai le droit, si je veux continuer dans ce local, j'ai le droit, même si le contrat arrive à terme, j'ai le droit de demander automatiquement le renouvellement de bail. Le propriétaire de l'immeuble, du local, ne peut pas me demander de vider les locaux automatiquement. Sinon, il sera amené à payer une indemnité importante, comme on va voir par la suite. Est-ce clair? La propriété intellectuelle. C'est un autre élément nécessaire qui rentre dans la composition du fonds de commerce et qui est regroupé avec les éléments incorporels. Il s'agit de tous les biens ou bien les droits sur des idées exploitables commercialement. Est-ce que ce sont des biens corporels? Non. Est-ce que ce sont des biens qu'on peut toucher, qu'on peut voir? Non. Donc, lorsque je parle de propriété intellectuelle, et vous avez sûrement une matière avec M. Rous qui explicite comme il se doit les droits relatifs à la propriété intellectuelle. Donc, cette propriété intellectuelle se divise en deux grands volets. La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La propriété littéraire et artistique, c'est l'ensemble des droits relatifs à l'industrie, par exemple, du film, des maisons d'édition, la musique, les spectacles que nous avons qualifiés auparavant dans l'article 6 du Code de commerce comme activité commerciale. Ces industries, ces commerces sont des actes de commerce par nature. Donc, mais est-ce que l'industrie du film est quelque chose de corporel? Non. Lorsqu'on confectionne un film, lorsqu'on fait le montage d'un film, c'est quelque chose d'incorporel. Mais il rentre dans la composition du fonds de commerce. C'est le cas aussi de la propriété industrielle. Lorsqu'on parle de propriété industrielle, c'est l'ensemble des droits relatifs à l'exploitation exclusive et monopolistique des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles, des inventions liées à l'informatique, des logiciels, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments rentrent dans ce qu'on appelle les droits relatifs à la propriété industrielle. Est-ce clair? Donc, ce sont, grosso modo, les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce et qui diffèrent selon la nature de l'activité commerciale exercée. Une industrie du film n'a pas besoin, par exemple, de grues, n'a pas besoin je ne sais pas, de matériel de fabrication, des marteaux, ainsi de suite. Mais il a besoin d'autre chose. Il a besoin des caméras, peut-être des voitures, ainsi de suite. Troisième catégorie d'éléments qui rentrent dans la composition du fonds de commerce et qui rentrent dans la catégorie des éléments incorporels, ce sont des éléments qu'on qualifie de facultatifs. Ils sont facultatifs. Ils ne sont pas nécessaires, autrement dit, pour l'activité du commerçant. Il s'agit de l'ensemble des biens et droits qui s'avèrent secondaires pour l'existence et la valeur économique du fonds de commerce. Ces éléments ne rentrent pas automatiquement dans la composition du fonds de commerce. Mais vouloir les exclure peut déprécier parfois la valeur du fonds du commerce, ou bien même parfois écarter l'existence. D'où l'importance parfois de leur existence, même s'ils sont facultatifs. Il s'agit en premier lieu des engagements du commerçant. Ça veut dire quoi les engagements du commerçant? Ça veut dire tous les contrats, les dettes, les créances dans lesquelles le commerçant s'est engagé. Moi, en tant que commerçant, j'ai un fonds de commerce, j'ai conclu un contrat avec l'entreprise X à travers lequel cette entreprise s'est engagée avec moi
qu'il va prendre son approvisionnement par exemple, en voiture ou bien en papier, en matériel de bureau pendant toute l'année. D'accord? J'ai déjà un contrat avec cette entreprise. À un moment donné, moi, en tant que commerçant, je me suis dit, je vais vendre mon fonds de commerce. Est-ce que si moi, en tant qu'acheteur, si je vais m'engager, c'est parce que je sais très bien que si j'achète le fonds de commerce, je vais continuer à livrer à cette entreprise qui a conclu avec le vendeur. Donc, je sais que dès le lendemain, j'ai des futurs acquéreurs. J'ai des acquéreurs qui vont acheter ma marchandise. Donc, si on va exclure le contrat, le fonds de commerce va être déprécié. Si la valeur de fonds de commerce doit rester la même, on doit garder le contrat qui a été conclu entre le vendeur du fonds de commerce et l'entreprise qui avait l'habitude de s'approvisionner auprès de ses locaux. Est-ce clair? Donc, cependant, ces éléments peuvent être écartés par la volonté des contractants lors d'une session. Si vous ne voulez pas continuer, on va respecter l'article 230 du Daïr des obligations des contrats qui précise que là, le contrat fait loi des parties. Donc, on va respecter leur volonté. Exemple, la vente d'un fonds de commerce, d'une maison d'édition, n'entraîne pas nécessairement mutation des contrats conclus entre l'éditeur et les auteurs. Si je vous vends un fonds de commerce relatif à une maison d'édition, cela ne veut pas dire directement que les auteurs vont continuer à éditer, à publier leurs livres dans cette maison d'édition. D'accord? Il s'agit d'une application pure et simple de des articles 189 et suivants du Daïr des obligations et des contrats. L'exception se trouve cependant dans les cas suivants. Lorsqu'il y a des contrats qui sont passés avec les salariés de l'entreprise, on ne peut pas mettre fin à ces contrats de travail. Ces contrats de travail ne peuvent être rompus par la volonté des contractants, de l'acheteur et du vendeur du fonds de commerce. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une règle d'ordre public. On doit maintenir l'ordre public. Les travailleurs doivent rester dans leur poste. Si je vends un fonds de commerce, je peux pas, par exemple, si j'exploite une entreprise où travaillent 100 personnes, à un moment donné, je conclus un contrat de vente par laquelle un nouveau acquéreur sera le propriétaire de l'entreprise, avec laquelle s'est engagé 100 salariés. Est-ce que moi, en tant que nouveau acquéreur, je vais dire non, je ne veux pas de ces 100 salariés, je vais embaucher de nouveaux salariés? Non, ce n'est pas possible. D'accord? On ne peut pas mettre 100 personnes au chômage parce que le fonds de commerce a été vendu. Première exception. Deuxième exception. Lorsque dans le contrat, il y a une clause de non-rétablissement du vendeur au profit de l'acheteur. Clause de non-rétablissement du vendeur au profit de l'acheteur. Lorsque vous allez me vendre en tant que vendeur, vous allez me vendre un fonds de commerce, ce n'est pas pour créer à côté de moi le même fonds de commerce. Vous allez me dire, j'ai une clientèle, etc. Je vais vous vendre le fonds de commerce. J'exploite une pâtisserie, par exemple, qui porte le nom X. Je vais vous vendre cette pâtisserie. Et je vais m'éloigner 10 mètres, 40 mètres, 50 mètres, et je vais créer
une nouvelle pâtisserie. Les clients me connaissent, d'accord? Une fois ils vont me voir, ils vont venir s'approvisionner. Ils vont dire, ah voilà, le propriétaire de l'ancienne pâtisserie a ouvert juste à côté. Donc, allez, on va se déplacer, on va suivre le commerçant. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, on met dans le contrat de vente du fonds de commerce ce qu'on appelle une clause de non-rétablissement. Vous ne pouvez pas en tant que vendeur se rétablir, créer une nouvelle entreprise pour me concurrencer dans un périmètre déterminé. Si vous voulez le créer, allez à Fès, allez à Oujd, allez à Hoceima. Donc il faut s'éloigner. D'accord? Troisième exception, la clause de non-concurrence du salarié vis-à-vis de son employeur. Un salarié qui a travaillé avec moi pendant longtemps, il a tiré profit, il a accumulé une certaine expérience en travaillant avec moi, donc il ne peut pas aller amener avec lui toute l'expérience qu'il a acquis avec moi pour me concurrencer dans un lieu déterminé. Donc vous n'avez pas la possibilité de faire le même commerce que celui que j'exploite en tant que chef d'entreprise. D'accord? Ce qu'on appelle la clause de non-concurrence du salarié. Elle est au profit de qui? De l'employeur. Tout simplement parce que la salariée a accumulé son expérience dans les locaux de l'employeur. Donc, on doit protéger l'employeur. Donc, cette clause de concurrence est généralement incluse elle est incluse d'abord dans la loi, elle peut être incluse aussi dans un contrat et s'étale sur une durée déterminée. Ce n'est pas à vie, mais pour une durée déterminée. Les autres éléments facultatifs qui rentrent dans la composition du fonds de commerce, ce sont les actes administratifs. On regroupe dans cette catégorie l'ensemble des autorisations et des licences qui sont indispensables à une activité commerciale, telles que par exemple le fait d'exploiter une mine, le fait d'exploiter une carrière, ça veut dire pour tirer du sable ou bien des pierres, donc ou bien pour avoir une autorisation pour une société de transport des personnes. Donc ces personnes, ceux qui font le transport des personnes par exemple, ont besoin d'une autorisation ou bien d'une autorisation de la part des autorités publiques. Lorsque moi je vends le fonds de commerce, normalement, je vends avec lui l'autorisation. Donc l'ensemble des autorisations et des licences diverses accordées par les autorités administratives préalablement à l'exercice de certaines activités professionnelles, telles que les agréments pour transport des personnes par exemple, la carte professionnelle, les licences d'exploitation, ces éléments, ces actes administratifs sont cessibles avec le fonds de commerce tant qu'ils n'ont pas un caractère personnel, tant que les autorités ne l'ont pas octroyé en considération de la personne, tant qu'ils les ont octroyés pour l'entreprise, pour l'activité, ils sont cessibles avec, ça veut dire on peut les vendre avec le fonds de commerce et automatiquement ils rentrent dans la composition du fonds de commerce. Est-ce clair? Donc voilà, ce sont les compositions, c'est tous les éléments qui rentrent dans la composition du fonds du commerce. Il est temps maintenant de s'interroger sur la nature juridique du fonds de commerce. Donc, nature juridique du fonds de commerce. Le fonds de commerce est traditionnellement considéré comme constituant une universalité. Il s'agit d'un courant de doctrine qui considère le fonds de commerce comme une union de biens corporels et incorporels qui ensemble, ça veut dire réunis,
compose le fonds de commerce et qui permet de retenir la clientèle, qui permet d'attirer les achalants, ça veut dire l'achalandage. Chaque élément peut être séparé des autres et être cédé selon les formes juridiques qui lui sont propres. Donc, même si le fonds de commerce constitue une universalité, ce n'est pas une universalité ou bien une union inséparable. C'est un ensemble, mais ce n'est pas un tout inséparable. C'est un ensemble d'éléments et chaque élément est séparé des autres éléments. Le fonds de commerce a la nature d'un bien meuble corporel, certes, en raison des éléments incorporels qui rentrent dans sa composition, mais aussi, il est composé d'un certain nombre d'éléments nécessaires et qui sont des éléments corporels, tels que les marchandises, tels que le matériel et outillage. Donc aujourd'hui, les vrais éléments de la richesse résident dans les idées susceptibles d'engendrer des revenus. La vraie richesse et la vraie valeur d'un fonds de commerce résident dans les idées innovantes qu'utilise un commerçant pour attirer la clientèle vers son commerce, vers son activité commerciale. Donc, au sein de tout fonds de commerce, les biens mobiliers sont très souvent les plus nombreux, mais aussi les plus précieux pour la valeur globale de l'entreprise. Parmi eux, les meubles incorporels et les droits tels que le bail, le nom, l'enseigne, les brevets, les marques, les dessins et modèles sont considérés comme les plus intéressants pour le ralliement, pour la fidélisation de la clientèle. Cette dernière reste sans doute l'élément le plus important, l'élément obligatoire si on veut parler de fonds de commerce. Donc, chaque fois que vous entendez fonds de commerce, c'est par rapport à la clientèle. D'accord? Passons maintenant à la propriété commerciale. Deuxième point, je vous ai dit que nous allons aborder dans cette séance. Donc, qu'est-ce que la propriété commerciale? Il faut savoir que la stabilité nécessaire du lieu d'exploitation des activités commerciales, la plus-value engendrée par l'exploitation professionnelle continue, influence profondément le statut juridique du bail et le droit personnel principal appliqué aux immeubles. Deux statuts qu'il faut distinguer l'un de l'autre. Le statut juridique du bail et le droit personnel principal appliqué aux immeubles. Ceci donne aux bails des immeubles une importance de premier ordre et explique leur commercialisation. Donc, puisque le commerçant ne possède pas la propriété de l'immeuble, parfois il possède la propriété de l'immeuble. Mais l'importance de la propriété commerciale surgit lorsque le commerçant exploite son activité commerciale dans un local où qu'il a loué, Donc, puisque le commerçant ne possède pas la propriété de l'immeuble où il exploite son activité commerciale, l'uslateur est intervenu pour mettre un équilibre dans les rapports conventionnels entre le propriétaire de l'immeuble, des murs, des locaux, et l'exploitant commercial, ça veut dire le commerçant. Donc, cette réglementation est devenue plus que indispensable. C'est ainsi que pour préserver la stabilité du bail et pouvoir assurer la continuité du fonds de commerce, le législateur est intervenu dans un premier temps par le Daïr du 24 mai 1955, ce Daïr a présenté une réglementation détaillée pour la location
des immeubles pour exploitation commerciale. Ces dernières années, ce daïr a été abrogé et remplacé par la loi 49/16 qui est rentrée en vigueur en 2017 pour apporter une protection aux droits du locataire en obligeant le propriétaire de l'immeuble à renouveler le bail au profit du commerçant locataire. Donc, cette loi 49/6 est venue pour mettre à jour les dispositions du daïr du 24 mai 1955. Il a apporté plusieurs modifications importantes. Et il est venu pour donner plus d'équilibre à cette relation entre le fait d'avoir la propriété de l'immeuble et le fait d'avoir la propriété commerciale de l'exploitation d'une activité dans un lieu déterminé. Donc, l'exploitation d'un immeuble aboutit à un démembrement de la propriété. Propriété commerciale du locataire et propriété civile du bailleur. Ça veut dire que lorsqu'on voit un fonds de commerce exploité dans un local déterminé, il faut distinguer entre deux propriétés. Le locataire qui a développé un fonds de commerce dispose d'une propriété commerciale qui lui permet de renouveler le bail, presque quasi automatiquement. L'autre personne, c'est le bailleur. Il ne dispose que des murs. Il ne peut vendre que les murs. Vous ne pouvez pas faire sortir le commerçant étant donné qu'il a fidélisé une clientèle qui vient à ce local pour s'approvisionner. Est-ce clair? Donc, cette propriété commerciale, comme je viens de dire, permet aux locataires, commerçants, d'avoir ce qu'on appelle un droit parmi les droits qui ont été reconnus, que ce soit par le daïr de 1955 ou bien par la loi 49/16, le droit au renouvellement du bail. Donc, la loi 49/16 donne aux locataires le droit au renouvellement du bail lorsque un certain nombre de conditions sont respectées. Si auparavant, on n'exigeait pas un écrit, la loi 49/16 a précisé, a donné comme condition pour pouvoir bénéficier du renouvellement du bail, le commerçant doit conclure un contrat de bail. Ça veut dire que l'acte doit être écrit. Vous devez conclure un contrat écrit, valable avec date certaine. Que ce contrat soit conclu sous seing privé, avec un acte sous seing privé à date certaine, ou bien par un acte authentique, établi par un notaire ou bien par une personne établie à conclure des actes authentiques, tels que les avocats agréés auprès de la Cour suprême ou bien les adouls. Deuxième condition, l'immeuble doit être effectivement exploité. Ça veut dire le local pour lequel vous demandez le renouvellement du bail doit être effectivement exploité par une activité commerciale. Sinon, il n'y a pas de fonds de commerce. Si le fonds de commerce est créé, c'est par rapport à une clientèle, c'est parce que vous exploitez dans ce local. Voilà pourquoi le législateur a exigé que celui qui demande le bail commercial, le renouvellement du bail, il doit avoir un contrat écrit et que l'immeuble soit effectivement exploité. Il porte aussi sur les accessoires de l'immeuble. Parfois, vous louez un local où vous vendez et vous achetez, et à côté, un local accessoire où vous habitez. Donc, on dit que ici, vous avez un local d'habitation qui est accessoire au local d'exploitation du commerce. Il faut noter que le législateur, dans la loi 49/16, a exclu un certain nombre de commerçants
du bénéfice de ce droit au renouvellement du bail. C'est notamment les cas des personnes qui exploitent leur commerce dans les immeubles de l'État. Vous ne pouvez pas exiger de l'État un renouvellement du bail. Vous ne pouvez pas exiger des collectivités, établissements publics qui vous ont loué un local de renouveler avec vous le bail commercial. Ceux qui sont affectés à l'utilité publique, les immeubles des habous, ceux qui sont loués en vertu d'une décision judiciaire, ceux qui sont situés aux centres commerciaux. Je parle des malls, par exemple. Lorsqu'on a un mall et vous avez loué un local dans ce mall, la doctrine précise que, normalement, si vous venez, c'est pour le mall et non pas parce que vous êtes attiré, si vous êtes attiré comme client, si vous êtes attiré par le mall, par la disposition du mall, par l'organisation au sein du mall, et non pas par le nom commercial de ce commerçant qui est loué un local dans ce mall. Voilà pourquoi le législateur a exclu la possibilité de demander un renouvellement de bail de ce commerçant qui a loué une boutique, par exemple, dans un mall. Aussi, le législateur a exclu ceux qui exercent leur commerce dans les espaces réservés à l'accueil des projets des entreprises, d'industrie, de technologie et offshoring, à l'amphithéose et au bail, et aussi, comme je dis ici, à l'amphithéose et au crédit bail immobilier. Donc, le crédit bail immobilier, c'est un crédit. Crédit bail, ça veut dire que la banque va acheter un immeuble, il va le mettre à votre disposition, mais vous avez une option d'achat à la fin du contrat, du bail. Une fois que vous allez terminer le paiement du loyer, vous aurez du crédit, vous aurez une option d'achat. Donc, si le local est en bail immobilier, vous n'avez pas le droit de demander le renouvellement du bail. Troisième condition, elle est relative au locataire. Le locataire doit justifier une exploitation consécutive de moins de 2 ans. 2 ans, sans interruption. D'accord? Consécutive de 2 ans. Cependant, le législateur a permis aussi aux locataires solvables de s'approprier ce droit de renouveler le bail s'il a la possibilité de payer une somme d'argent qui doit être constatée par écrit pour cette durée de 24 mois, de 2 ans. Soit vous allez exploiter d'une manière continue le local objet de la location pendant 2 ans et vous allez à la fin de chaque mois payer votre loyer, soit vous allez constater par écrit, vous allez donner au locataire, au bailleur 24 mois au début. Si vous payez 24 mois, ça veut dire que vous avez l'intention d'exploiter pendant 24 mois. Donc vous aurez le droit au renouvellement du bail. Il faut ici préciser qu'il y a une exception pour le bail d'un pharmacien. Le pharmacien acquiert le droit au renouvellement du bail à partir du premier jour de l'ouverture, sans qu'il y ait 2 ans d'exploitation. D'accord? Il acquiert le droit au renouvellement du bail dès le premier jour d'ouverture. Comment s'exerce maintenant le droit au renouvellement du bail commercial? Donc, il faut noter que le bail commercial ne prend pas fin par la seule arrivée du terme, tel que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois le contrat arrive à terme, on ne peut pas faire évacuer le locataire. La loi 49/16 précise que le bailleur
qui entend mettre fin au bail doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif qui lui a poussé à demander aux commerçants d'évacuer les lieux. En plus, il doit lui accorder un délai d'éviction qui court à partir de la date de réception de cette lettre pour évacuer les locaux. C'est ce que précise l'article 26 de la loi 49/16. Donc, quels sont ces motifs? Premier motif, il s'agit du défaut de paiement du loyer. Ou bien c'est le local menace ruine. Ça veut dire quoi? Local menaçant ruine, ça veut dire que le local, il y a des fissures par exemple, sur les murs, et le local peut tomber à n'importe quel moment, peut tomber en ruine. On dit menaçant ruine, ça veut dire elle est susceptible d'effondrement. Il peut s'effondrer à n'importe quel moment. Dans ce cas, c'est dans l'intérêt public, c'est dans l'ordre public même de faire évacuer le local. Ou bien si le locataire n'a pas payé à la fin du mois. Donc, 15 jours en cas de défaut de paiement des loyers, ou bien si le local menace ruine, le bailleur doit adresser au locataire un congé pour lui exposer le motif pourquoi il veut l'expulser. 3 mois, si le bailleur veut reprendre le local pour usage personnel, si le locataire veut tout simplement évacuer le locataire pour un usage personnel parce qu'il veut, c'est lui le propriétaire civil je ne parle pas de la propriété commerciale. Le bailleur, c'est le propriétaire civil du local. Donc, il veut reprendre son local. Certes, il a le droit, mais il doit donner un congé de 3 mois au locataire pour lui permettre de trouver un autre local où il veut s'établir. En plus, il doit payer une indemnité importante, comme on va voir par la suite. Donc, si le bailleur veut reprendre le local pour usage personnel, démolition, reconstruction, extension ou surélévation ou pour un motif sérieux relatif à l'inobservation par le locataire des clauses du bail, dans ce cas, il doit lui donner un congé de 3 mois. Notez bien que si le congé fait défaut ou ne précise pas les motifs, il n'aboutit pas. Et dans ce cas, l'exploitant, ça veut dire le commerçant, peut automatiquement renouveler son bail commercial. Dans le cas contraire, le locataire a droit à une indemnité de résiliation correspondant au préjudice subi par le locataire du fait de l'éviction, tout simplement parce qu'il ne va plus exploiter, il va perdre beaucoup de clients. On peut se demander maintenant, en cas de rupture du bail commercial de la part du bailleur, quel est le montant de l'indemnité correspondant à cette éviction? Moi, en tant que commerçant, j'ai exploité dans ce local pendant longtemps et aujourd'hui, vous me dites, en tant que propriétaire de l'immeuble, d'évacuer les lieux. Vous devez me payer de l'argent correspondant à ce que je vais perdre. C'est ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Donc, le bailleur qui doit donner une indemnité au locataire dans les 3 cas suivants. D'abord, pour la démolition et la reconstruction. Il doit d'abord donner un congé de 3 mois. Il doit aviser le locataire qu'il veut démolir et reconstruire. Il lui octroyer 3 mois
avant d'évacuer les lieux. En plus, il doit justifier la propriété de l'immeuble qu'il veut reconstruire pendant au moins un an, à compter de la date du congé. D'accord? Je vous explique. Supposons que moi je suis propriétaire de l'immeuble où exerce Rafino Djata. D'accord? Rafino Djata exerce un commerce dans mes locaux. Je vous ai loué le local. Il y a 6 mois, j'ai vendu mon immeuble à qui? À Nisrine. Où êtes-vous, Nisrine? Donc, Nisrine, c'est la nouvelle propriétaire de l'immeuble. Il ne peut pas vous adresser un congé étant donné pour évacuer les lieux, pour surévaluer, par exemple, pour reconstruire le lieu, pour démolir et reconstruire, alors qu'il n'est propriétaire de l'immeuble qu'à partir de janvier, ou bien qu'à partir de décembre. Ça veut dire que cela fait seulement 6 mois qu'il est propriétaire de l'immeuble. Il ne peut pas le faire. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il soit propriétaire depuis un an, depuis l'acquisition, après un an de l'acquisition de l'immeuble, qu'il peut vous adresser un congé de 3 mois pour évacuer les lieux et pour commencer la démolition et la reconstruction de l'immeuble, il doit vous payer une indemnité importante. Le montant de cette indemnité correspond à 3 années. 3 années de loyer. Il doit verser au locataire une indemnité provisoire, je dis bien une indemnité provisoire de 3 années de loyer, et lui conserver le droit de revenir une fois que vous allez terminer la reconstruction. Voyez comment législateur protège le commerçant et comment il protège le fonds de commerce. En plus, le législateur a exigé que cette démolition et cette reconstruction ne dépassent pas 3 ans. Les travaux de démolition et de reconstruction ne doivent pas dépasser 3 ans. À défaut, le commerçant aura droit à une autre indemnité qu'on appelle indemnité d'éviction. Voilà pourquoi nous avons dit 3 ans, 3 années de loyer, qui est une indemnité provisoire. Est-ce clair? Deuxième cas, l'extension ou bien la surélévation. Vous avez un étage, vous voulez ajouter un autre étage. Ou bien vous voulez faire une extension du local. Pour une durée du travaux ne dépassant pas 1 année. Et si le locataire a droit à une indemnité mensuelle pour la durée de l'éviction qui ne peut être inférieure à la valeur du loyer. D'accord? Vous devez payer, si vous voulez surévaluer, vous devez payer une indemnité mensuelle. C'est vous qui devez payer et non pas le locataire de l'immeuble. C'est vous en tant que propriétaire. Oui, le local d'Yali, parce que je vais l'empêcher d'exploiter son commerce. Troisième cas, évacuation de l'habitation accessoire au local. Évacuation de l'habitation accessoire au local pour y habiter lui-même. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que parfois le commerçant loue un local où il exploite son activité et avec ce local commercial, il loue un appartement. On dit que c'est un bail accessoire au bail principal qui est le bail commercial. Donc ici, le propriétaire a le droit d'évacuer s'il veut lui-même habiter dans ce local ou bien faire habiter son enfant qui vient de se marier. Donc, je ne vais pas en tant que propriétaire de l'immeuble laisser mon fils habiter avec moi ou bien lui louer
un appartement alors que je dispose déjà d'un appartement que je peux mettre à sa disposition. Donc, ou bien ses ascendants ou bien descendants directs. Donc, le conjoint d'Yelk, ça veut dire le mari ou bien la femme, les ascendants, les enfants, ou bien les descendants, ça veut dire les parents. Direct du premier degré, bénéficiaire du legs obligatoire, l'enfant pris en charge à condition de prouver qu'il ne dispose pas d'une autre habitation où il peut faire y habiter ces personnes. Et si le locataire a droit à une indemnité égale au loyer de 3 ans aussi. D'accord? Même si vous évacuez, donc le commerçant, vous devez lui payer une indemnité égale au loyer de 3 années. Est-ce clair? Donc c'est tout ce qui compte. Vous voyez comment le législateur essayait de protéger le commerçant si jamais le bailleur veut récupérer son local d'une manière abusive ou bien même s'il veut récupérer son local d'une manière non abusive, donc le législateur garantit au commerçant une indemnité correspondant à ce qu'il va perdre par l'évacuation de ses locaux. Cependant, parfois, cette indemnité n'est pas due. Parfois, on peut y avoir rupture du bail sans que le bailleur soit amené à verser une indemnité pour le locataire. Le législateur, dans la loi 49/16, donne 7 cas dans lesquels le bailleur ne paye aucune indemnité au locataire. D'abord, en cas de non-paiement du loyer après 15 jours de la réception de la mise en demeure. Vous ne m'avez pas versé mon loyer à la fin du mois. Je vous ai mis en demeure. J'ai écrit une lettre et je vous ai envoyé par le biais d'un huissier de justice vous invitant à venir payer le prix. Sinon, 15 jours après, je peux vous évacuer des locaux. Transformation de nature à porter préjudice au bâtiment et à sa sécurité apportée par le locataire sans le consentement du bailleur. Donc, je vous ai loué un local et vous avez fait des travaux qui menacent, qui ont porté préjudice au bâtiment et à sa sécurité. J'ai le droit de vous évacuer sans vous payer aucune indemnité. Changement de l'activité du fonds sans consentement du bailleur. Je vous ai loué le local pour faire une pâtisserie, alors que vous avez transformé par la suite à une menuiserie. J'ai le droit de vous évacuer. La menuiserie fait beaucoup de bruit, ainsi de suite. Le local menace ruine ou est tombé en ruine du fait de locataire ou bien d'une force majeure ou bien d'un cas fortuit. Je vous ai loué un local à un moment donné et s'est effondré. Donc, ce n'est pas de ma faute. C'est un cas de force majeure, c'est un cas fortuit. Donc, je ne suis pas responsable. Pourquoi je vais vous payer une indemnité? Le locataire procède à la sous-location en infraction du contrat de bail. Donc, je vous ai loué le local et j'ai mis dans le contrat, vous n'avez pas le droit de le sous-louer. Donc, vous n'avez pas le droit de le sous-louer. Si il n'y a pas de clause qui m'interdit la sous-location en tant que commerçant, je peux le sous-louer. Dans le cas contraire, vous n'avez pas le droit. Donc, une fois que vous avez agi en contradiction de ce qui est stipulé dans le contrat de bail, j'ai le droit de vous évacuer. 6e cas, le fonds de commerce perd sa clientèle et son achalandage suite à la fermeture du local pendant 2 années au moins. Donc, je vous ai dit que pour avoir la possibilité de renouveler le bail, il faut exploiter 2 années consécutives. Si vous fermez les portes du local, ça veut dire qu'il n'y a plus de clientèle, il n'y a plus d'achalandage suite à cette fermeture. Donc, vous ne disposez pas d'un fonds de commerce. Donc, qu'est-ce que vous allez demander? Vous demandez un droit dont vous ne disposez pas. 7e cas,
expropriation pour cause d'utilité publique. Si c'est l'État qui exproprie le local, vous ne pouvez pas demander au bailleur de vous verser une indemnité. Il faut le demander à l'État. C'est l'État qui vous a privé de votre droit d'exploiter le local parce qu'il l'a exproprié. Est-ce clair? Donc, ce sont les 7 cas dans lesquels le bailleur n'est pas amené, n'est pas tenu de payer une indemnité au locataire. Donc, voilà comment le législateur a essayé d'établir un équilibre entre les droits et les obligations du bailleur propriétaire de l'immeuble et de l'exploitant commercial propriétaire du fonds de commerce. Comment est cédé ou bien comment peut être sous-loué le bail? Parlons tout d'abord de la cession du bail commercial. Le locataire a droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou séparément. Nous avons dit tout à l'heure que le fonds de commerce est une universalité, est une unité, mais qui peut être, dont les éléments peuvent être séparés l'un de l'autre. Donc le bail commercial, c'est un élément parmi d'autres. Il peut être cédé séparément des autres éléments. Il peut être cédé sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire. Cependant, le bailleur doit être avisé par le cédant et le cessionnaire, tout simplement. Si moi, en tant que propriétaire d'un fonds de commerce, j'ai vendu le droit, mon droit au renouvellement du bail, mon droit au bail à monsieur Rofino Djata, donc je dois tout simplement aviser le bailleur et monsieur Djata aussi doit aviser le bailleur parce que ce n'est plus moi qui va payer, mais c'est Rofino qui doit payer maintenant à la fin de chaque mois le loyer au bailleur. Donc cette cession doit être établie soit par un acte authentique, soit par acte sous seing privé avec date certaine. Donc vous avez tout propriétaire d'un fonds de commerce a le droit de céder son bail. Même s'il y a dans le contrat de bail une stipulation qui ne vous autorise pas à céder le bail. Le législateur dit sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire. Vous avez dans tous les cas la possibilité de céder le bail. Parlons maintenant de la sous-location du bail. Est-ce que vous avez la possibilité de sous-louer? Ça veut dire, vous restez là, la relation entre vous en tant que locataire et le bailleur va rester et vous allez conclure un autre contrat avec une autre personne pour lui céder soit une partie, soit la totalité de l'exploitation. Donc, le locataire peut sous-louer aux tiers tout ou partie du local, à moins s'il existe une stipulation dans le contrat de bail qui l'interdit de faire cette sous-location. Donc, sauf stipulation contraire. Et dans ce cas, la relation demeure entre le bailleur et le locataire principal. D'accord? Qui va payer le loyer? C'est toujours le commerçant. Celui qui a sous-loué va payer au locataire et le locataire va payer le prix convenu au bailleur. Donc, cette sous-location ne produit aucun effet qu'à partir de la date de notification. Notification à qui? Bien sûr, au propriétaire de l'immeuble, ça veut dire au bailleur. Le bailleur doit être avisé de cette sous-location. C'est bon? Donc voilà, c'est tout ce qui concerne le bail commercial. Reste maintenant, en dernier lieu, de vous dire quelques propos sur la propriété industrielle. Donc la propriété industrielle que nous avons définie comme l'ensemble des droits relatifs à la propriété intellectuelle, à la propriété
des brevets d'invention, des marques de fabrique, ainsi de suite. Donc, ici, on fait appel aux dispositions de la loi 1797 relative à la propriété industrielle, telle qu'il a été modifié et complété par les lois 2313 et 3105. Donc, je ne vais pas détailler ici, étant donné que vous avez déjà une matière avec M. Rarous qui parle de la propriété industrielle. Donc, mais aussi ici, on fait appel aux dispositions de la Convention sur les aspects internationaux des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qu'on appelle en abréviation les ADPIC. Donc, le caractère de cette propriété industrielle, c'est qu'il est économiquement exploitable. C'est une propriété économiquement exploitable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour parler de propriété industrielle, d'un brevet, d'un dessin, d'un modèle, d'un nom commercial, d'une enseigne, d'une marque de fabrique, bref, tout ce qui rentre dans la composition de la propriété industrielle, pour bénéficier de votre droit et pour dire que c'est un droit qui rejoint les éléments qui composent le fonds de commerce, il faut inscrire ce droit auprès de l'OMPI, qui est l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale. Donc, si les autres éléments, ou bien si, par exemple, le nom commercial est inscrit auprès du registre du commerce, il doit être aussi inscrit auprès de l'OMPI, qui est l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, qui tient généralement le registre national des entreprises. Donc, trois conditions sont nécessaires pour bénéficier de la propriété de l'élément revendiqué. S'il s'agit par exemple d'un brevet d'invention ou bien d'un dessin, d'un modèle, ainsi de suite, il doit présenter le caractère de la nouveauté. Un brevet d'invention qui est déjà inventé par une autre personne n'est pas nouveau. Donc, il n'est pas dit brevet d'invention. L'invention doit être nouvelle. Cette propriété industrielle doit être originale. D'accord? La marque de fabrique, le brevet d'invention, le dessin doit être quelque chose d'original. Ça veut dire quelque chose qui sort de l'original, qui est extraordinaire, et il doit permettre une exploitation économique. Un brevet qui ne peut pas être exploité économiquement, qui ne peut pas être industrialisé, n'est pas considéré comme un brevet d'invention, n'est pas considéré comme quelque chose qui rentre dans la propriété industrielle. Donc, en plus, ce droit relatif à cette propriété industrielle doit être exploité dans un délai maximum par l'intéressé ou par les tiers auxquels il aura donné licence sous peine de perdre le droit à la protection. Donc voilà, c'était juste quelques flashs sur la propriété industrielle parce que je sais très bien que vous avez un cours, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, réservé à la propriété industrielle et commerciale. Donc, voilà, ce sont les trois éléments qui rentrent dans la composition du fonds de commerce, propriété intellectuelle, propriété industrielle, le bail commercial et les autres éléments indispensables. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Je remercie infiniment Monsieur Rofino Djata qui a activé son caméra. Je remercie Mademoiselle Nisrine ou Madame Nisrine qui m'a interpellé à 2 ou bien 3 reprises avec des questions pour que je puisse donner plus d'explications. Donc, j'encourage les autres étudiants à faire de même. Oui, Rofino, vous avez une question? Oui, monsieur. Je vous remercie pour me corriger les questions. Et j'ai besoin de savoir quelle est la différence entre fonds de commerce et fonds de commercial et qui représente? Fonds de commerce et fonds commercial? Oui, oui, oui.
le fonds de commerce, je vous ai dit que c'est une institution qui est composée principalement de deux éléments obligatoires, qui est la clientèle et l'achalandage, avec les autres éléments nécessaires et facultatifs. Un fonds commercial peut désigner le fonds de commerce tout simplement, comme il peut désigner l'argent liquide utilisé par le commerçant pour ses besoins commerciaux. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de fonds de commerce, c'est cette institution que nous avons développée aujourd'hui et qui a été encadrée par le législateur dans les articles 79 jusqu'à 158. Donc, tout un livre. Si le code de commerce marocain est composé de 5 livres. Le premier livre pour le commerçant. Le deuxième livre pour le fonds de commerce. Le troisième livre pour les effets de commerce. Le quatrième livre pour les contrats commerciaux. Et le cinquième livre pour les difficultés des entreprises. Donc, nous avons choisi de travailler sur les deux premiers axes, les deux premiers livres, étant donné que pour les effets de commerce, vous avez une matière à part qui vous sera dispensée, je crois, au 4e semestre, bien au 3e ou 4e semestre. Pour ce qui est des difficultés des entreprises, c'est une matière à part. Pour les contrats commerciaux, c'est une matière à part. D'accord? Donc, merci. Pour vous dire l'importance de cette institution du fonds de commerce, le législateur lui a consacré tout un livre. Donc, aujourd'hui, nous avons vu la conception du fonds de commerce, les éléments constitutifs du fonds de commerce, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour vous parler des contrats qui peuvent être passés par le commerçant sur le fonds de commerce. On va étudier comment on peut céder le fonds de commerce, la vente du fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce principal. D'accord? Donc, sur ce, on se quitte. Je vous remercie infiniment de votre attention. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autres questions. Et si vous les avez, préparez-les pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok, merci. Shukran. Merci, monsieur. Je vous en prie, Nisrine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.